Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et je suis ravi de vous retrouver pour l'une des deux émissions spéciales que nous consacrons à la guerre du Liban. Nous sommes à quelques jours du 13 avril 2025, une date qui marquera le 50e anniversaire du déclenchement de la guerre du Liban. En effet, les événements survenus à Beyrouth la journée du 13 avril 1975 sont symboliquement considérés comme le début du conflit. Et nous allons évoquer leur déroulement et leur mémoire avec mon invité aujourd'hui, Marwan Shahin, auteur de Beyrouth 13 avril 1975, Autopsie d'une étincelle, paru aux éditions Belfond. Bonjour Marwan Shahin. Bonsoir. Vous êtes journaliste, né, comme le précise la 4e de couverture, en France pendant la guerre du Liban. On apprend sur Internet que vous êtes né d'un père libanais et d'une mère française en 1982. Vous avez été correspondant au Caire pour Libération et vous avez donc mené l'enquête sur ce qui s'est déroulé à Beyrouth ce jour-là. Pour commencer, si la date du 13 avril 1975 est familière pour les Libanais, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots pour nos auditeurs français ce qu'il s'est passé ce jour-là à Beyrouth ? Oui, alors ce jour-là, qui était un dimanche à Beyrouth, en banlieue de Beyrouth d'ailleurs, à Ain el-Méné, un autobus qui revenait d'une manifestation, un autobus dont on a dit plus tard que c'est un autobus palestinien, parce que cette manifestation était une manifestation palestinienne, cet autobus a été attaqué alors qu'il traversait le quartier d'Ain el-Méné, qui est un quartier donc de la périphérie du sud-est de Beyrouth, et qui est un quartier connu pour être un bastion phalangiste, donc de la droite chrétienne, nationaliste chrétienne. Et donc aux alentours de 13h, cet autobus a été attaqué et il y a eu 22 victimes, et non 27 comme on l'a dit plus tard. Mais voilà, et c'est souvent considéré en effet comme le début de la guerre civile libanaise, puisque dans la semaine qui suit, il y a environ 300 morts et que ça marque un point de non-retour. Vous-même, vous vous êtes installé au Liban en 2015, juste après votre expérience en Égypte. Quel était votre rapport au Liban ? Pourquoi vous êtes installé là-bas ? Et puis, est-ce que la guerre du Liban, c'est un sujet que vous évoquez régulièrement dans le cadre de la famille ou des amis ? Et assez bizarrement, au moment où je me suis installé, je n'avais pas idée que je rentrais dans le pays d'origine de mon père. Il y avait plutôt des raisons assez pragmatiques, c'est que je venais de quitter Libération, le journal pour lequel je travaillais à l'époque, et j'avais envie de me lancer dans un projet de fiction, et je bénéficiais d'un appartement de famille qui était libre depuis peu, donc je me suis dit pourquoi pas aller passer quelques temps au Liban. Mais le Liban, et le monde arabe en général d'ailleurs avant l'Égypte, autant j'y étais assez attaché quand j'étais enfant et que j'y passais mes vacances, autant à l'âge adulte je m'en étais largement désintéressé au moment des printemps arabes et des soulèvements qu'il y a eu en Tunisie et en Égypte. Par exemple, je me trouvais en Haïti et tout ça me paraissait très loin. Et après, et d'ailleurs mon père m'a jamais vraiment m'a pas parlé arabe, il m'a jamais trop parlé de la guerre du Liban, donc tout ça était assez loin et nébuleux, et je l'avais mis ouais, voilà, c'était un autre moment de ma vie. Donc du coup, quand j'y suis retourné, j'y pensais plus tellement. Après toutes ces années à travailler sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine évidence à me trouver là, à ce moment-là, mais je m'en suis rendu compte qu'après coup. Vous écrivez avoir demandé à votre père s'il se rappelait où il se trouvait ce jour-là, et je vous lis, vous dites « Il a esquissé une sorte de nom avec la tête, puis quelques secondes plus tard, toujours sans me regarder, il a ajouté « C'est loin tout ça ». Est-ce que c'est une réaction que vous avez souvent eue durant votre enquête ? Les gens qui ne voulaient pas se souvenir ou pas parler de ces événements ? C'est une des réactions que j'ai eues, et mais à l'inverse, j'ai eu aussi beaucoup de réactions de gens qui mouraient d'envie de parler. Là cette réaction-là, elle était plus symptomatique de mon père et d'un refus d'un désir un peu de passer à autre chose et de pas ressasser tout ça, qui est par contre un sentiment assez diffus, dans la société libanaise en général. Cette enquête sur le 13 avril 1975, à l'origine, c'est une proposition d'article que vous faites pour le Nouvel Observateur, qui est acceptée à l'occasion du 40e anniversaire du déclenchement de la guerre. Donc vous en faites un article au bout de quelques semaines. Vous auriez pu vous arrêter là, parce que l'article est très bien ficelé, mais vous avez choisi d'aller plus loin, et d'ailleurs ce projet va occuper quasiment 10 ans de votre vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre le travail ? Si j'avais trouvé la réponse, je pense que je l'aurais pas poursuivi. Non, en fait, je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort qui m'animait. En réalité, je disais que j'étais venu pour écrire de la fiction, mais j'y arrivais pas, et c'est un peu parce que je n'y arrivais pas que je me suis mis à écrire cet article, parce que du journalisme, je savais à peu près en faire. Et en écrivant cet article, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, bousculé, et je me suis dit qu'il fallait creuser, parce que
Ouais, ça me troublait beaucoup qu'en fait, en quelques semaines, je puisse trouver autant d'éléments sur cet événement qui était censé avoir une importance aussi grande dans l'histoire du pays et qui pourtant était très peu documenté. Et donc, du coup, j'ai eu envie de creuser. Sauf que plus j'ouvrais une porte, plus j'en trouvais deux derrière. Et je me suis enfoncé dans un labyrinthe, quoi. Et est-ce que cette histoire, elle a résonné aussi avec votre histoire personnelle? Parce que le résultat de votre enquête, c'est un pavé de 530 pages qui se lit un peu aussi comme un roman policier d'ailleurs. C'est un livre qui n'est pas un essai d'historien, qui n'a pas la prétention de l'être, mais qui n'est pas non plus un roman. Parce qu'il n'y a pas d'invention de personnages ou de faits, même si certains sont masqués, évidemment. Mais on peut le classer dans la catégorie des narratives non-fiction, un peu comme Florence Aubenas écrit L'inconnu de la Poste ou Istréam. Donc vous mêlez à la fois de l'investigation de journalistes et un récit intime. Est-ce que c'était une évidence pour vous qu'il fallait prendre ce genre littéraire et donc aussi raconter votre histoire personnelle? Non, ça n'a pas été une évidence. C'est ce qui, il y a l'enquête qui a pris du temps, mais il y a aussi de trouver la forme pour restituer cette enquête, qui est autant une enquête sur l'événement qu'une enquête sur le fait que celui-ci ne soit pas documenté. Donc une enquête sur les trous de mémoire de la société libanaise. Et non, ça n'a pas du tout été une évidence et j'ai mis assez longtemps en fait à trouver cette forme. Mais passé un certain temps, oui, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de raconter tout ça sans assumer une certaine première personne, à la fois parce que c'était quelque chose qui était utile narrativement, parce que ça permettait de parler de l'enquête en train de se faire comme du passé, mais aussi parce que tous ces gens que je rencontrais, ils me renvoyaient directement ou indirectement à ma propre histoire. Et mon histoire était, d'une façon ou d'une autre, une mémoire libanaise à l'œuvre elle aussi. Et donc il aurait été un peu, je sais pas, malhonnête peut-être de le déguiser. Oui, puis dans les anecdotes personnelles, vous racontez que votre grand-père, à sa retraite de l'armée, a été un temps conducteur d'autobus scolaire. Et parmi les personnages du livre, il y en a un qui est un vrai personnage à part entière, c'est le bus. C'est un bus Dodge Fargo de 14 places, modèle 1958. Et puis la surprise, c'est qu'on apprend qu'il existe toujours. Alors comment vous l'avez rencontré, ce personnage bus? C'est un des tout premiers personnages que j'ai rencontré. Et oui, et c'est peut-être lui qui m'a donné vraiment envie de me lancer là-dedans, lui autant que son propriétaire, parce qu'il appartient à un particulier. C'est pas moi qui l'ai retrouvé. Il y a plusieurs personnes qui avaient déjà été obsédées par cette histoire, l'avaient retrouvé, notamment Monica Borgman, qui est aujourd'hui la veuve de Lokman Slim, et Hussam Boukaili, à qui je dois la très belle couverture de ce livre. Et en fait, ouais, ce bus, il appartient à un particulier qu'il a récupéré un peu par un micmac étonnant à la fin de la guerre, qui est quelqu'un qui possédait une casse automobile et qui, depuis, cherche à le vendre. Alors, il a dit quelquefois pour $1 million, les prix ont évolué. Et voilà, et donc ce qu'il y a, c'est que ce bus, il le garde dans le jardin de sa sœur, au fin fond du sud du pays, dans un village qui s'appelle Choukin, près de Nabatillé. Et c'est un personnage assez fantasme, parce qu'on ne sait pas très bien dans les histoires qui nous racontent ce qui est vrai ou ne l'est pas. On en vient à se demander si le bus est vraiment le bus. Et le fait même que cet objet de la mémoire collective soit dans un jardin privé, voilà, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, et en même temps quelque chose qui était peut-être intéressant à creuser autour de cette histoire. Aujourd'hui, il est dans un jardin privé, mais il a été aussi exposé à un moment dans des cadres mémoriels, hein. Oui, il a été exposé à 2 reprises. Il a été exposé une première fois en 2007 ou en 2008, je ne sais plus exactement, à l'hippodrome de Beyrouth pour quelques semaines dans le cadre d'une commémoration de la guerre civile. Et il a aussi été exposé plus longtemps, je dirais 1 an et demi, dans les locaux de Oumam, donc cet asso qui a été cofondé par Lokman Slim et Monica Borgman, donc en banlieue sud de Beyrouth. Mais ils n'ont pas réussi à se mettre tout à fait d'accord avec le propriétaire qui s'appelle Samir Hamdan, qui manifestement réclamait pas mal d'argent voyant l'intérêt que le bus avait suscité. Enfin voilà, du coup il a réclamé trop d'argent, l'asso ne pouvait pas payer, et fâché, il a récupéré son bus qui gît toujours dans le jardin de sa sœur, un peu comme dans le purgatoire de la mémoire nationale. En tout cas, vous avez procédé pas mal aussi par des contacts, du bouche à oreille pour retrouver les protagonistes ou parfois leurs descendants quand ils n'étaient plus vivants. Comment est-ce que vous avez fait pour vos recherches? Est-ce que vous avez consulté aussi des archives audiovisuelles ou écrites? Et puis, combien d'entretiens vous avez menés? Est-ce que vous les avez enregistrés finalement dans un vrai travail d'enquête?
Alors oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai dû réaliser au total 200 entretiens, je dirais. Bon, la plupart sont pas forcément pertinents en fait, parce que plein de gens revendiquent avoir un lien de près ou de loin avec cet événement et en fait n'en ont aucun, c'est-à-dire qu'ils se réapproprient une histoire qui n'est pas la leur. Une grande partie de ces entretiens, oui, ont été enregistrés. Malheureusement, j'en ai perdu certains, alors pas les plus importants que j'ai réussi à sauver, qui étaient autant à la fois pour documenter l'événement que aussi pour me protéger, parce que j'avais peur d'être accusé voilà, j'avais souvent des petits pics de paranoïa en enquêtant sur cette affaire, qui est quand même une histoire d'un meurtre, et non seulement d'un meurtre, mais aussi d'un massacre. Donc voilà, je voulais pas être accusé d'inventer. Mais le problème, voilà, c'est ça aussi au Liban, c'est que il n'y a pas de centre qui réunit les archives. Donc en fait, j'en ai trouvé quelques-unes. J'ai trouvé des documents de télévision, de presse, beaucoup de presse, qui ont été les documents les plus importants, en fait, je pense, qui m'ont permis en tout cas de donner un premier cadre à l'événement, parce que plus on en était proche et plus les versions étaient proches de ce qui s'est en réalité passé. Après, j'ai retrouvé certains documents comme des archives de la police. Le problème, c'est que les archives elles-mêmes sont un peu tronquées. Donc voilà, ce qui est très difficile, c'est de trouver les sources, mais aussi de les recouper. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'autant d'entretiens pour voilà, m'assurer que, comme c'est un travail d'induction d'une certaine façon, j'avais besoin de beaucoup d'éléments pour me rendre compte que, pour m'assurer que c'était pas n'importe quoi ce qu'on me racontait. Et même à la fin, j'aurais toujours des éléments de doute, puisque c'est un travail voilà, qui relève aussi beaucoup du bricolage. Revenons sur les événements, Marwan Chahine. Donc de ce 13 avril 1975, vous montrez qu'il n'y a pas un récit uniforme de cette journée, mais plusieurs récits qu'on peut schématiquement catégoriser en deux récits. Le premier, c'est celui du camp chrétien, celui des phalangistes, donc le parti chrétien dont les militants étaient présents ce jour-là, et puis aussi ceux des habitants du quartier qui, comme vous l'avez dit, était un quartier chrétien. Et puis de l'autre côté, eh bien, le camp palestinien, musulman. Ces deux récits, vous le montrez, sont concurrents, voire même antagonistes. Est-ce qu'il y a néanmoins des points communs? À un moment, vous écrivez que ce qui est absolument certain, c'est qu'il faisait beau ce dimanche 13 avril 1975. On a l'impression qu'en dehors de la météo, les gens ne sont pas d'accord. Non, les gens ne sont pas d'accord, et l'histoire a tellement été réécrite avec une perspective très politique et très finalisante que en fait ça a fini par totalement embrouiller les faits. Ce qui est certain de manière avérée, c'est qu'il y avait deux événements concomitants ce jour-là. L'inauguration d'une toute petite église melkite, donc grecque catholique, dans le quartier d'Ain Remene, et particulièrement donc rue Maroun Maroun, et que y assistait Pierre Gemayel, donc le fondateur du parti, et chef du parti phalangiste, voilà, et pas Camille Chamaoun, contrairement à ce qui est affirmé, qui est un ancien président du Liban. Exactement. Et que voilà, l'inauguration a eu lieu dans la matinée entre 10 et 11 heures environ, et que c'est dans cette même rue et qu'une autre donc il y avait deux événements concomitants, l'inauguration de cette église et en même temps une manifestation palestinienne, un défilé militaire en commémoration d'une attaque qui était organisée par le Front du Refus. Donc c'était un groupement de différents partis qui étaient dissidents de l'OLP de Yasser Arafat à l'époque, et qui se réunissaient à l'ouest de Beyrouth, à proximité de Sabra, en commémoration d'une attaque suicide qui avait été commise un an plus tôt en Israël. Voilà, donc ça c'est ce qu'on sait avec certitude, et le bus revenait de cette manifestation et se rendait dans le camp de Tal el-Za'atar, qui, contrairement à la plupart des autres camps de Beyrouth, était situé au sud-est en fait de la capitale. Et donc du coup une des routes qui était souvent empruntée était de traverser, qui était un raccourci, qui était de traverser Ain Remene, un quartier chrétien. Et voilà, on était dans un contexte déjà assez brûlant, et les événements sont survenus. Voilà, s'il y a des éléments un peu qui sont établis qui font un certain accord, c'est ça. Et aussi, oui, non, que le garde du corps de Pierre Gemayel a été assassiné dans la matinée.
Alors, est-ce que Pierre Gemayel a été visé? Est-ce que il est mort dans d'autres circonstances? Voilà, je donne des éléments dans mon enquête, mais et ça fait pas consensus. Mais ça, c'est un fait établi que son garde du corps qui s'appelait, un de ses gardes du corps qui s'appelait Joseph Abourassé, est mort par balle aux alentours de midi, soit environ 1 heure avant l'attaque de l'autobus. Oui, donc en fait, il y a deux façons de faire débuter cette journée. Il y a le récit plutôt donc palestinien qui l'a fait débuter à l'attaque du bus, c'est-à-dire en début d'après-midi, 13h, 13h30. Et puis le récit phalangiste qui l'a fait débuter le matin avec cette messe et puis avec le va-et-vient de voitures suspectes dans le quartier, les militants qui s'arment, etc. Et donc déjà sur ce déroulement de la journée, le fait de le faire débuter de façon différente, est-ce que ça a été fixé très rapidement ça? Vous avez dit qu'après l'événement, il y a eu 300 morts de la première semaine. Est-ce que d'emblée, les deux versions ont été fixées? Le jour même, on a deux versions qui vont s'inscrire dans le marbre de l'histoire et deux versions à peu près semblablement erronées. On a la version de Pierre Gemayel, donc qui le soir même va s'exprimer auprès de différents médias et qui va donc du coup faire commencer cette journée avec ce qu'il appelle les provocations palestiniennes alors qu'il se trouvait dans l'église, qui plus tard vont être transformées en une tentative d'assassinat contre sa personne, ce que lui-même n'a jamais revendiqué. Mais c'est une version qui va s'inscrire très rapidement, et c'est ce qu'ont cru les habitants, à mon avis assez honnête, de façon... ils ont vraiment cru qu'il y avait une tentative d'assassinat contre Gemayel. Donc du coup l'attaque du bus n'était que la réponse dans la version phalangiste à ces provocations palestiniennes et c'est l'attaque d'un bus contre un bus de fédayines armés jusqu'aux dents c'est tel que c'est présenté et dans la version plutôt palestinienne et qui est la plus commune de l'événement. On va la voir via l'agence de presse Wafa le jour même, qui va donc du coup éliminer un peu les événements du matin et va dire que un autobus palestinien transportant des femmes et des enfants a été attaqué à Ain el-Mené un peu sans raison. Avec cette idée qu'en fait les phalangistes voulaient commencer la guerre. Et là encore, c'est une version en partie erronée parce qu'il y a eu des événements le matin et puis aussi parce que en effet, même si les passagers de l'autobus n'ont manifestement pas du tout fait usage de leurs armes, mais il s'agissait exclusivement d'hommes. Alors il y avait des enfants dont certains accompagnaient leurs parents et des adolescents, mais la plupart portaient des uniformes et certains étaient armés. Donc du coup, c'est aussi pour ça que ce bus a été vu comme un bus qui préparait une attaque. Bien sûr. Voilà, si on rétablit les faits un petit peu. Vous êtes peut-être le seul à être objectif, Marwan Chahine, en racontant cette histoire. En tout cas, il serait trop long de la raconter là dans le détail, c'est l'objet du livre, mais on peut revenir sur 2-3 faits communs, enfin deux faits marquants que vous avez découverts et qui vont justement à l'encontre d'une lecture trop simpliste de l'événement. Par exemple, on a dit que ce bus était palestinien, mais dans votre enquête, vous avez prouvé qu'il ne transportait pas que des Palestiniens, loin de là presque. Oui, et ça, c'est un point très important parce que c'est une question politique qui se joue. C'est qu'au-delà de la description de l'événement, le fait de dire que c'était un bus palestinien dans le récit de la droite chrétienne, c'est une façon de dire que c'était une guerre contre un ennemi étranger. Ça s'inscrit dans cette idée-là. Or, la réalité, c'est que la moitié des 22 victimes sont libanais. Et donc, du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que cette question palestinienne est déjà une question libanaise et que beaucoup de Libanais prenaient fait et cause pour justement la cause palestinienne. Donc du coup, ce récit d'une guerre contre un ennemi étranger ne tient pas vraiment et est démenti par les faits, quoi. Et vous avez dit qu'il y a eu 22 victimes, et justement, c'est un autre point sur lequel on peut insister, c'est le bilan de la tuerie, parce que l'acception commune, c'était qu'il n'y avait qu'un seul survivant, le conducteur du bus, et que tous les autres étaient tués. Alors en lisant ça, au départ, même... ça m'a un peu étonné en disant c'est pas possible, pourquoi il y en a qu'un de survivants, soit ils ont tous été tués, soit les gens ont réussi à s'échapper. Et puis petit à petit vous mettez des chiffres et puis même des noms et même des photos que vous avez retrouvées dans des archives palestiniennes sur les survivants et vous vous rendez compte qu'il y a eu au moins 12 survivants, c'est-à-dire plus d'un tiers des passagers. Oui voilà, exactement, 11 ou 12, j'ai un petit doute. Et 12, j'ai noté 12. Ouais, ben moi il y a quelque chose où je suis pas complètement certain, mais bon, il y a un point où je suis pas complètement certain. Mais concernant oui, c'est marrant ce truc il y avait eu un seul survivant. En fait, ça partait c'est ce qui est sorti dans la presse les jours suivants.
Et aussi, c'est ce qui s'est imposé dans certains récits, comme oui, il a été épargné parce qu'il était libanais et que les autres étaient palestiniens. Donc d'une certaine façon, c'était une façon de dire, parce que le chauffeur qui s'appelait Mustafa Reda Hussein était un chauffeur de bus libanais. Et donc du coup, c'était une façon de dire, voilà, de repolitiser l'événement. En réalité, et c'est aussi ça qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est que très vite, j'ai découvert qu'il y avait d'autres survivants et que certains étaient encore en vie. Et j'ai pu en rencontrer très rapidement. Et c'est le fait de montrer qu'on pouvait documenter, ça m'a paru essentiel. Et voilà, d'une certaine façon, c'était aussi rendre hommage parce qu'en fait, à les nier complètement ou à trop les politiser d'une autre façon, c'est une façon de pas prendre en compte les victimes. Or, écrire leur nom, c'était quelque chose qui me semblait essentiel, important. Alors certains ont pu évoquer une préméditation de cet événement, vous l'avez dit, comme si finalement il fallait un prétexte pour lancer les hostilités, et voir, c'est même une spécialité libanaise, la théorie du complot montée par des puissances étrangères dont on a du mal quand même à déceler la logique. Mais pour vous, c'est presque plus bête en fait, c'est en analysant spécifiquement cette journée, vous parlez plutôt d'un simple engrenage funeste. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, c'est aussi ça qui m'a beaucoup troublé dans cette histoire, c'est que donc tout le monde avait des théories, comme je disais tout à l'heure, très complotistes et finalisantes. Tout était à dessein. Or, plus on étudie l'événement, plus on se rend compte qu'en fait, il y a une grosse dimension accidentelle. Après, et c'est aussi ça sur lequel je rebondis beaucoup dans le livre, c'est qu'un accident arrive jamais par hasard, en fait. C'est que il y avait peut-être pas une préméditation, mais par contre, il y avait un désir fort d'en découdre du côté des phalangistes, mais aussi du côté des Palestiniens d'une certaine façon, et que voilà, il y a jamais, en fait, souvent, moi, c'est un peu ce que j'ai appris dans ma carrière de journaliste, c'est qu'il y a rarement des choses tout à fait préméditées, et que souvent, quand bien même il y a des intentions, elles échappent à leurs auteurs. Mais il y a rarement aussi des accidents purs, c'est-à-dire qu'un accident n'arrive pas par hasard et il révèle un certain nombre de nécessités. Le fait que des civils en armes quadrillent les rues ce jour-là, c'est pas un hasard, en fait. C'est le produit d'années et d'années de délitement de l'État, de politisation, enfin de miliciarisation de la société libanaise. Voilà, donc du coup, c'est à la fois ni tout à fait un hasard, ni tout à fait une nécessité, quoi. Le sous-titre du livre, c'est Autopsie d'une étincelle. Et bon, pour qu'un feu prenne, il faut bien qu'il y ait un substrat. Et vous montrez bien, effectivement, que c'est le délitement des institutions, de l'État, de la police, de l'armée, enfin tout ça qui fait que ça s'est déclenché ce jour-là, mais ça aurait pu être un mois après, un mois avant. Effectivement, ça n'est pas, ce jour-là ne survient pas dans un ciel serein, quoi. Ouais, non, pas du tout. Ça faisait des années que la société libanaise, peut-être même depuis le début de l'existence de ce pays, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, le 13 avril, c'est juste le moment où ça éclate. Après, ce qui est terrible, c'est que l'histoire, elle est toujours contingente, donc on peut en effet, tout laisse penser qu'il y aurait eu un événement qui serait arrivé ensuite. Mais comme c'est de l'histoire humaine et que c'est contingent, on ne peut pas non plus complètement savoir. C'est-à-dire que souvent, alors je prends un parallèle, parfois on disait que la guerre syrienne allait déborder sur le Liban en 2012. Et en effet, il y avait beaucoup de raisons qui laissaient penser que ça aurait pu se passer. De fait, ça n'a pas eu lieu. Et si ça avait eu lieu, on aurait sans doute dit oui, toutes les raisons étaient là, puisqu'on raisonne a posteriori. C'est le principe du raisonnement historique. Là, et voilà, il y a toujours cette dimension-là qui fait que c'est un événement humain et aussi tragique, et c'est voilà cette dimension tragique aussi que j'avais envie de restituer. C'est pour ça que la forme est un peu littéraire, ou un peu parce que j'avais envie de restituer aussi ça de l'événement, parce qu'on ne sait jamais trop, et des vies humaines basculent, quoi. On a dit qu'il y avait des récits concurrents, des protagonistes qui étaient très différents, mais en fait pas tant que ça. Finalement, ça c'est une analyse en miroir que vous faites qui est très intéressante. C'est que d'un côté, les tireurs phalangistes et de l'autre côté les hommes armés qui étaient présents dans le bus, si pas grand-chose ne pouvait les rapprocher, mais en réalité ils ont énormément de points communs. Et ça, vous faites le miroir tout au long du récit, finalement ce sont des hommes qui ont des sociabilités et puis un rapport à la violence assez similaire. Oui, clairement, et ce qui est assez logique dans une société ou dans une guerre civile qui éclate, c'est-à-dire qu'il faut des protagonistes
qui se sont entraînés, qui ont appris à utiliser des kalachnikovs, qui n'ont pas peur de tuer. Donc ça, c'est une réalité qui m'a en effet frappé. Après, je sais pas, à y réfléchir a posteriori, est-ce que j'ai trop poussé le parallèle ? J'en sais rien. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, et oui, et là encore, c'est le fait que rien ne naît de rien, et ça faisait au moins 2 ans qu'il y avait une très forte militarisation d'une bonne partie de la société libanaise. Marwan Shahin, je vous propose une pause musicale en rapport avec notre thème du jour. On se retrouve dans très exactement 3 minutes. À tout de suite. Ils disent qu'au Liban, les religions se marient. J'ai pas dû être invité au mariage. Je les ai toujours vus se battre, et ça depuis l'âge de 15 ans. Pourtant, on est tous nés innocents. Demande à ma mère, je suis pas né avec un couteau entre les dents. Je débarque dans ce pays, sourire aux lèvres et les yeux tristes. Les voir s'entretuer me rappelle que nous sommes tiers-mondistes. J'ai pas réussi à m'intégrer dans cette société complexe et complexée, toujours annexée. L'excès d'être en marge est vexant. Les yeux remplis de vide, de vivre cette vie plastique. Noyé au Pepsi, regard placide. Je suis pas vraiment d'ici et pas vraiment d'ailleurs. L'inconscience m'aide à m'éloigner de leur politique le plus que possible. Jamais les pieds sur terre, en tout cas pas sur la leur. Leur terre de merde, leur pierre de marbre, leur martyr chaque jour me navre, et les larmes de ma mère. Pour un Paris-Beyrouth sans retour, elle savait ce qui nous attendait. J'étais heureux, je ratais les cours, c'était les vacances pour moi. Le soleil et la mer, je pensais pas que j'allais vivre. Le manque d'oseille et la mer, et plonger dans la merde jusqu'au cou. Le clash des cultures fait brutal, et je cite l'interdiction formelle d'être laïque. Classé comme un dossier par ordre alphabétique. On te demande pas ton avis, surtout quand t'es shade au milieu de la bourgeoisie. Si au moins j'avais choisi, je crois que je serais resté à Clichy. Aurait passé ma vie, aurait moisi, ça valait mieux que supporter leur manque de respect et leur communauté illimitée se limitait à qui tuer ma vie coupée en deux. Mentalité moyenâgeuse, on s'adapte au deux langages, on s'adapte au double jeu. À l'est jouer l'européen en français impeccable, à l'ouest fils du bled, t'es fier d'être un arabe. À force de faire le caméléon entre les deux extrêmes, je crois que j'en suis devenu schizophrène. Je perds mes repères par milliers, je les retrouve dans le son. Je change de caractère et d'attitude selon. Déchiré en 1000 morceaux, rien n'est plus comme avant. Prépare-toi à changer de gueule au prochain tournant. على 94 جات عبلد البخشيش طرقات مكسرة وعالم عم بتجرب تعيش. وقتها كل واحد كان فاتح للتاني حساب. كانوا يحملوا 9 ميلي أنا أحمل كتاب. رجعت من باريس كنت ولد بريء. تغير كل شي تركت طفولتي عالطريق. قعدنا بالغربية وكنت أدرس بالشرقية. ما كنت أعرف شو معنات الطائفية. تأقلمت قد ما فيي وعشت الإفلاس. حياتي بلبنان عبارة عن خط التماس. ضعت بالعقلية والتصرف العنيف. بس تشوف بيك بيشتغل ليل ونهار بتسد نيعك وما بتنق. تدرس بتعتل وبتزق. تحرم حالك وبالقصب بتدك. قد ما كانوا يحكوا ما قنعني ولا الطيار. ما فت بولا لعبة ضليتني عصفور طيار بالضياع. ما كنت أعرف شو معناته لبنان. ما استوعب قلة الاحترام بين الأديان. حتى بالصف كان في أحزاب. بس تكدش الأرض بتعرف شو طعمة العذاب. قد ايه فيك تتجنب وتنسي حالك. بدك تعيش مع الكل يعني لا حتعيش لحالك. صار عمري 29 وما عم شوف الصح من الغلط. ما عم بعرف إذا فهمت شي من هيدا البلد. De retour dans Quoi de neuf en histoire avec Marwan Shahin, auteur de Beyrouth, 13 avril 1975, Autopsie d'une étincelle, paru chez Belfond. Marwan Shahin, on vient d'écouter un morceau libanais d'un compositeur qui s'appelle Rayes Bek et ça s'appelle Schizophrénia, sorti en 2010. J'ai vu que vous avez tout de suite reconnu après quelques notes. Bon, vous m'avez un petit peu aidé, mais ça me disait quelque chose. Et en fait, c'est un artiste que j'aime beaucoup et que je connais bien et que je salue à cette occasion. Et qui lui aussi est partagé entre deux cultures. Il a vécu en France, il a vécu au Liban. Il raconte dans ce morceau son expérience. Ouais, voilà. Et comme beaucoup de Libanais d'ailleurs, qui parfois vivent ce sentiment de déchirement à l'intérieur même du Liban sans avoir besoin d'être dehors. Et c'est peut-être un des soucis de ce pays. Je ne sais pas si on abordera cette question un peu plus tard. Et il parle libanais avec un petit accent français, c'est un peu votre cas ? Non, moi je parle libanais avec un gros accent français et avec beaucoup de fautes. Non, j'arrive à me débrouiller aujourd'hui parce que quand même après 10 ans, on apprend.
mine de rien. Non, j'ai toujours un arabe. Alors je dis balbutiant dans le livre. Je pense qu'il est un peu au-dessus. Je le baragouine. Je peux me débrouiller. Je fais la plupart de mes entretiens tout seul. Donc du coup, je suis en mesure, même si à certains moments j'étais accompagné par ce qu'on appelle des fixeurs ou des accompagnateurs en tout cas. Mais non, mon niveau d'arabe est pas excellent et il ressemble beaucoup à celui d'un enfant, quoi. Vous le lisez, vous l'écrivez ? Je le lis, j'arrive à le déchiffrer en tout cas, voilà. Lire un article, ça va me prendre un petit peu de temps. Par contre, je ne l'écris absolument pas. Revenons au livre, vous avez rencontré pas mal d'acteurs et vous remontez la trace de ces acteurs. Alors certains sont vivants, vous l'avez dit, et puis d'autres grâce à leurs cousins, leurs collègues, leur famille. Et un des objets de votre quête qui est presque tourné à l'obsession d'ailleurs, c'est celui qui a tiré la première balle. Vous l'appelez comme ça, vous lui avez consacré l'un des 5 chapitres de votre livre. Est-ce que vous pensez l'avoir identifié, celui qui aurait tiré le premier coup de feu de cette guerre ? Je ne sais pas s'il a tiré le premier coup de feu de la guerre. Par contre, ce que je pense, mon intime conviction, c'est qu'il a participé à cette attaque. Probablement de façon annexe et périphérique, et probablement plus pour apparaître sur la photo, pour le dire grossièrement. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui était très impliqué dans les partis, même s'il était membre du parti Ahrar, qui était le parti de Kamil Shamroun. Et c'est quelqu'un qui avait un grand souci, et qui a toujours, à 75 ans, un grand souci de reconnaissance, y compris un peu morbide. Et donc je crois que ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas prévu, il n'était pas sur le barrage qui avait été établi. Ça, j'ai réussi à le vérifier. Par contre, c'est pas impossible, il habitait juste à côté, qu'il se soit lui-même mêlé à l'événement, comme d'autres d'ailleurs dans le quartier, puisque c'est devenu une tuerie un peu collective aussi. Et voilà. Et donc après, la difficulté, c'est que donc, j'ai eu plusieurs témoignages concordants qui me laissaient penser que c'était lui. La difficulté, c'est que c'est un homme qui par ailleurs affabule beaucoup. Donc du coup, c'était assez difficile à vérifier. Et j'ai décidé de montrer ça à mon lecteur plutôt que de complètement trancher cette question, puisque il y a des choses où ça faisait pas non plus grand sens de pouvoir le trancher. La question de la première balle, c'est qu'en fait, c'est lui qui m'a dit ça. C'est que, de fil en aiguille, j'ai réussi. On m'a dit que... On m'a aiguillé vers lui, quelqu'un qui disait être le témoin de l'événement et qui avait l'air très crédible. Il m'a dit qu'il l'avait vu monter dans le bus. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai réussi à remonter jusqu'à lui. Et il y a quelque chose d'assez troublant le concernant, et c'est peut-être aussi ça qui fait que je lui ai consacré autant de place, c'est que j'ai découvert, donc ça faisait quand même plusieurs années que je travaillais sur ce projet, que cet homme avait très vraisemblablement été un collègue avait lui-même été chauffeur de bus et avait été très probablement un collègue de mon grand-père. Donc du coup, j'étais assez troublé déjà par cette coïncidence. Et cette coïncidence qui a eu un effet, puisque au départ, il ne voulait pas parler. Et quand j'ai donné le surnom de mon grand-père, Abou Georges, d'un seul coup, il s'est ouvert. Et la première phrase qu'il a dite, c'est la première balle la première balle de cette guerre, elle est sortie de mon fusil. Et il a dit ça avec une grande fierté. Et voilà. Et donc c'est pour ça aussi que je l'appelle l'homme de la première balle, parce que lui-même se revendique comme ça. Et c'était plus, parce que j'étais troublé qu'on puisse être aussi fier d'être l'auteur, d'être l'homme à l'origine de la catastrophe, parce que ça aurait été une autre façon de le présenter. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, une relation d'ailleurs qui s'est poursuivie plusieurs mois. En vous lisant, j'ai fait le rapprochement, parce que je suis assez fan des cold cases, etc., des tueurs en série. Je me suis dit, mais il inspire la même chose qu'un tueur en série, c'est-à-dire, enfin, pas chez tout le monde heureusement, mais à la fois de la répugnance, mais aussi de la fascination, et puis parfois chez certains qui les rencontrent, l'envie un peu de les remettre sur le droit chemin, enfin voilà, d'aider à leur rédemption. C'était quoi la nature de votre relation avec lui ? Et puis, pourquoi vous l'avez continué à le voir pendant des mois, ce qui n'était pas le cas des autres protagonistes ? Est-ce que vous cherchiez la confirmation, enfin l'intime conviction que c'était lui ? Il y avait de ça, et en même temps, en effet, je pense que j'ai été pris par quelque chose qui relevait d'une fascination un peu malsaine, peut-être. J'avais pas de souci de l'amener vers une rédemption, etc.
Mais j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui se jouait, qu'est-ce qui avait pu se jouer dans sa tête au moment où il a fait ça, mais surtout, qu'est-ce qui se jouait dans sa tête aujourd'hui, comment il dealait au quotidien avec ce crime, comment il réinvente, enfin, il arrivait, oui, en fait, en réinventant l'histoire et en se donnant un beau rôle. J'avais envie de comprendre ce qui pousse un homme à faire ça et ce qui pousse un homme à s'en vanter, 40 et donc maintenant 50 ans plus tard, en fait. Et je sais pas si j'ai trouvé une réponse, mais j'avais envie voilà, je sais que c'est ça à chaque fois qui me... Enfin, je pense que c'est ça qui a créé cette fascination pour lui. Avec, peut-être que je me mentais à moi-même, mais j'avais à chaque fois l'idée que non, je vais le confronter un peu plus, il va me donner plus de détails, il va... Voilà, et s'est établi une relation où c'était particulier parce qu'en plus il avait une certaine affection pour moi du fait que alors c'était pas un ami en réalité, mais il avait connu mon grand-père, ils étaient collègues, ils s'entendaient plutôt bien, et donc du coup il avait pas mal de sympathie pour moi, et puis par ailleurs il y avait un jeu un peu oui, qui est là aussi un peu pervers, c'est qu'en fait il a vu en moi, je pense, celui qui allait lui apporter cette gloire qu'il n'avait jamais eue. Et voilà, et donc du coup il y a toute cette ambiguïté, et cette ambiguïté que j'essaye de restituer aussi. J'essaye pas de non plus de me donner le beau rôle dans cette affaire, mais voilà, on a une relation un peu bizarre qui s'est établie et qui a duré presque un an en réalité. Oui, puis vous vous intéressiez à lui alors qu'on apprend que c'est plutôt un type un peu solitaire dans son quartier. Vous l'appelez d'ailleurs Abou Zed, en refusant de le nommer parce que ce serait lui apporter une reconnaissance qu'il recherche et que selon vous il ne mérite pas. Je me suis demandé, est-ce que vous révéleriez cette information à son décès? Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à mettre un nom sur cette personne, à dévoiler son nom une fois qu'il est mort? Alors cette question de l'anonymisation, elle est arrivée assez tardivement quand je l'ai commencé, l'enquête. J'avais cette idée de tout dire la vérité, etc. Je me suis heurté à quelque chose, donc il y a à la fois pour sa famille en effet, parce que le but c'est pas enfin eux ils ont rien fait quoi, mais c'est un autre problème, et qui est un problème fondamental et qui m'a poussé à faire machine arrière dans certains cas, c'est que il n'y a pas de justice qui existe au Liban, donc cet homme n'a pas été jugé, et il y a des gens qui l'a tué ou qui prétendent avoir tué, qui ont des descendants qui eux-mêmes sont hantés par cet événement. Voilà. Donc en fait, le but de mon récit, de mon texte, c'était de réunir plusieurs récits, d'arriver à fabriquer une sorte de récit de réconciliation. En tout cas, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais en tout cas d'un récit qui réunirait plusieurs récits, et qui avait plutôt un désir de pacification, de passer autre chose, enfin de traiter cette question de la mémoire. Mettre les noms comme ça, c'était aussi un peu jeter en pâture, et c'était, enfin, si ça rouvrait un cycle de vendetta, je crois que j'aurais un peu raté mon objectif. Donc voilà, c'était et vraiment les questions j'ai même hésité à donner certains détails le concernant parce que on pourrait le retrouver finalement. Ouais, voilà. Quelqu'un qui serait mal intentionné pourrait le retrouver. Et donc je sais pas, et je pense pas que ça aura lieu, et je n'espère pas. Mais il y avait voilà c'est ça qui m'a un peu freiné, et ça pose la question de comment on peut traiter cette question de la mémoire dès lors que la justice il n'y a pas eu de justice, et dès lors qu'il n'y en aura sans doute pas. Et donc du coup jusqu'où peut aller le récit, c'est une limite à laquelle je me suis heurté dans cette enquête, et à laquelle j'avais pas pensé au départ. Au-delà de ce personnage particulier, est-ce que les acteurs directs de cette journée, les survivants finalement, et les acteurs, est-ce qu'ils ont exprimé selon vous des regrets quant à ce qui s'est passé? Les survivants, pas vraiment, mais ils y sont pour rien, les pauvres, donc du coup ils n'avaient pas de regrets. Non, c'est assez terrible, mais c'est que et c'est là où aussi on se dit que ce 13 avril est quelque chose qui a comme arrêté l'histoire au Liban. C'est que chacun est sur la position qu'il devait avoir le 12 avril et le 14, voilà. Quoi. C'est-à-dire que avant que ça arrive, il pensait déjà ça. Une fois que c'est arrivé, il pensait déjà ça. Confirmé. Et voilà. Et 50 ans plus tard, il pense la même chose. Et voilà, où tout est la faute de l'autre. Où ce qui était aussi, je rencontrais voilà celui qui est le plus qui se dit qui le plus s'est dit que quelque chose aurait pu changer, c'est le policier qui était en charge de la zone, qui dit mais si on avait appliqué la mesure que j'avais proposée des semaines plus tôt, en tout cas cette tuerie aurait pu être évitée. Après bon, il est assez lucide sur le fait que la situation globale
était assez catastrophique et risquait de déboucher en guerre. Mais non, c'est un des vrais points qui m'a intéressé. C'est ce qui fait que la question de la mémoire m'a paru presque aussi intéressante que l'événement lui-même. C'est que j'ai pas entendu beaucoup de personnes exprimer du regret, quoi. Mais il y a un témoignage très fort que vous rapportez de quelqu'un qui était présent ce jour-là et qui déclare « Ce jour-là, j'ai décidé que je n'aurai plus jamais d'amis car c'est beaucoup trop dur de les perdre. » Oui, c'est une phrase qui m'a bouleversé. Et la personne qui m'a dit ça donc avait 16 ans à l'époque. Elle est aujourd'hui décédée. Il s'appelait Hatem Abed. Je dis son nom parce qu'en plus, son nom avait été écorché dans la presse. Donc, pour le coup, il était assez contrarié que son nom ait été mal écrit et il voulait qu'il soit rectifié. Il m'a expressément demandé. C'est quelqu'un que je rencontre un peu par hasard, qui fait partie de ces survivants qu'on avait effacés du tableau en disant que tout le monde était mort. Et qui, oui, donc du coup, beaucoup des passagers de cet autobus étaient des jeunes de ce parti, du Front de Libération Arabe, et il en faisait partie. Et il a perdu une bonne partie de ses amis, de ses amis de jeunesse ce jour-là. Et il a dit cette phrase comme ça, l'air de rien, mais oui, je crois que c'est une des phrases qui m'a fait le plus sentir la dimension traumatique de cet événement, et qui sont pas des choses qu'on assume comme telles. Souvent au Liban, il disait ça très spontanément. Il disait oui, non, les amis, j'arrête parce que je sais ce que c'est les perdre, quoi. Et ouais, ça m'a vraiment glacé d'entendre ça. Reparlons du bus Marouane Chahine. Donc ce bus du 13 avril 1975, il est aussi entré dans la culture populaire. Je pense notamment au film Bosta du réalisateur libanais Philippe Araktingi, qui est sorti en 2005, dans lequel on voit une troupe de danse qui sillonne le pays pour présenter leur nouveau spectacle modernisé dans les villages, à bord d'un bus scolaire qui était récupéré dans l'ancienne école abandonnée de l'un des protagonistes. C'est un film qui avait cartonné au Liban, et d'ailleurs je vous livre une anecdote parce que Philippe Araktingi a fait un spectacle qui raconte sa vie, un spectacle monté à Beyrouth et qu'il a présenté récemment à Paris, et je suis allé le voir. À l'époque de sa sortie, c'était le plus gros succès du cinéma libanais. Pendant 3 mois, il a cartonné, et jusqu'à ce qu'il sorte en DVD pirate, où là les gens ont arrêté d'aller au cinéma. Mais ce bus, évidemment, on le voit dans plein de films, par exemple West Beyrouth en 1998, mais ce sont des films de fiction. Et quelles sont les images que le cinéma libanais a données de ce bus de 1975? Quelles sont les principales libertés prises avec la fiction? En réalité, il a été très peu documenté, l'événement, et je crois que les Libanais ont connaissance de l'événement à travers la fiction. Et là, en effet, la scène la plus connue, je pense, est celle qui a un peu ancré qui a fait de cet événement un événement fondateur dans un imaginaire collectif, même si l'événement existait déjà. C'est une des scènes inaugurales du film West Beyrouth de Ziad Douairi, qui raconte l'attaque du bus vue par un lycéen, ce qui est d'ailleurs un anachronisme, une erreur factuelle, puisque de fait c'était un dimanche, donc il y avait pas école. Et donc cette scène qui est très forte, avec une musique derrière de la sœur Marie Keirouz, si je ne m'abuse, et on voit aussi une femme s'effondrer par la porte du bus, alors même qu'il n'y avait pas de femme à l'intérieur. Mais je pense qu'elle a, et moi compris, je pense que c'est à travers cette scène cette scène de cinéma que j'ai eu accès, que cet événement est rentré dans mon esprit. Et oui, après, Ziad Douairi fait quelque chose, dans ce film, qui est pour moi un des meilleurs films sur la guerre civile, et qui s'assume en tant que fiction, hein, et en tout cas un des meilleurs films sur la mémoire de cette guerre. Et c'est tout le problème, c'est que la fiction, c'est pas tant que la fiction s'en empare, c'est que la fiction s'en empare alors même qu'il n'y a pas eu un travail de documentation. C'est moins le problème de la fiction que le problème de l'absence de documentation. Et après, le cinéma, non, s'en est assez peu emparé. Il y a eu des documentaires qui en ont parlé, un des premiers documentaires de Randa Shehal, mais qui d'ailleurs reprend une archive qui elle-même en fait a été, et elle devait pas le savoir, mais qui a été une archive elle-même trafiquée, c'est-à-dire qu'elle reprend une photo d'un magazine palestinien qui est paru quelques jours après l'attaque, et qui montre l'autobus entouré, donc c'est la photo qui est apparue dans tous les journaux, sauf qu'il est entouré d'une escouade de miliciens, mais il s'avère que c'est un pur photomontage en fait. Quand on regarde de près, moi j'ai vu l'image originale, on se rend compte que c'est un photomontage, et donc voilà, donc il est apparu là. Ce qui est intéressant avec cette figure du bus, c'est que c'est à la fois quelque chose donc du coup c'est le bus de la guerre, mais c'est aussi
le bus qui réconcilie, et le bus c'est celui qui traverse les quartiers, qui réunit des gens différents en son sein. Et pour revenir, il y a aussi un artiste qui s'appelle Sam Bokaili dont je parlais, qui fait partie de ceux qui ont permis de retrouver, ou du moins d'exposer en 2011 le bus à Oumam, et qui en fait, Sam qui a quitté le Liban quand il avait 6 ou 7 ans, qui est parti en Suisse, et qui quand il revient ne retrouve plus rien de son du Liban de son enfance. Il a l'impression que la guerre a pas seulement éventré les immeubles, mais qu'elle a piétiné l'âme de la ville. Et donc il cherche, il arpente la ville en long, en large, en travers, il ne trouve rien jusqu'à voir un bus scolaire. Et là, en voyant ce bus scolaire, il se dit mais voilà, c'est ça a pas bougé. Et donc il va trouver Monica Borgman et il lui dit faisons quelque chose autour de ce bus scolaire. Et elle lui dit, mais tu sais que le bus, c'est aussi le bus de la guerre. Et alors là, Sam a une sorte d'obsession autour des bus et se met à peindre et à dessiner des bus coupés en deux, qui sont à la fois le bus de l'enfance et le bus de la guerre, le bus de la Réunion et le bus de la division. Et voilà. Et je pense que cette figure de l'autobus, qui est d'ailleurs aussi, c'est aussi d'ailleurs la chanson de Feyrouz, Bosta, qui est une histoire d'amour, pour le coup, voilà, qui montre toute la puissance allégorique de l'autobus comme objet. Alors, et vous qui avez fait ce travail documentaire, vous connaissez bien les narratifs. Je vous verrais bien, moi, comme conseiller scénario d'un documentaire ou d'un film qui raconterait les deux versions de l'histoire qui se rejoigneraient. Vous avez été approché ou ça vous intéresserait ? Pas encore, mais j'adorerais, oui. Je pense qu'en fait, c'est important à la fois de documenter les faits, mais aussi de les raconter de différentes perspectives, en fait. Moi, ce qui m'a semblé essentiel, et c'est pour ça que j'ai un peu changé de fusil d'épaule. Alors, la métaphore est pas très heureuse pour parler de la guerre. Donc oui, non, j'avais envie aussi de raconter les différentes perspectives, parce que on a des récits excluant, des récits antagonistes, et où si l'un dit ça, c'est que l'autre est forcément menteur, etc. Le fait de pouvoir poser différentes perspectives au sein d'un même livre ou d'un même film, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, et qui est et autant que la documentation des faits, c'est par ce genre de travail, je pense qu'on pourra aussi dépasser arriver vers une mémoire collective, au moins, à défaut d'être la même pour tout le monde. Donc voilà, si certains réalisateurs nous écoutent, je serais ravi de pouvoir participer à un projet de film autour d'histoire du 13 avril 75. Vous avez des mots très forts, justement, à propos des Libanais et leur mémoire. Vous écrivez « J'aimerais que mon livre serve de miroir pour qu'ils puissent y voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur et que l'autre, celui qu'ils haïssent du plus profond de leur cœur, n'est in fine pas différent d'eux. » Votre livre est sorti en septembre 2024, il a eu un succès en France avec des prix littéraires. Quelle a été la réception et les réactions que vous avez ressenties au Liban ? Alors, il est sorti dans un contexte un peu particulier, puisqu'il est sorti à quelques jours avant l'agression israélienne sur le Liban. Donc on est, à dire vrai, les Libanais avaient un peu plus la tête au présent que au passé, et ils ont été repris dans les jeux de division sempiternelle de cette société. Donc du coup, on n'avait pas non plus tant que ça l'esprit à la communion. Pour autant, le livre a manifestement assez bien marché au Liban, puisqu'il a été assez bien classé dans les classements de vente de la librairie Antoine. Mais au-delà, j'ai eu beaucoup, et je continue à avoir beaucoup de retours, et de gens de différentes générations. Et oui, ça me touche beaucoup, parce que pour plein de gens, en fait, j'ai l'impression que ça leur fait du bien. Alors, c'est pas... qu'on parle de la guerre d'une autre manière. En fait, ça leur permet aussi mais ce qui a été ma propre démarche, en fait. Donc du coup, je suis content que certains se retrouvent là-dedans, d'arriver à poser des mots sur quelque chose qui était un peu trop nébuleux, ou un peu trop vers lequel on n'osait pas aller. Et tout à l'heure, j'avais quelqu'un au téléphone, quelqu'un que je connaissais pas avant, avec qui j'ai sympathisé depuis le livre, qui m'a contacté plusieurs fois, qui me disait presque sur le ton de la rigolade qu'après avoir lu le livre, ça l'avait vraiment bouleversé, et que du coup sa séance de psy, elle n'avait parlé que du livre. Donc voilà, je sais pas si c'était le but, mais je crois que en fait et quelqu'un d'autre m'a dit, qui est psy pour le coup, m'a contacté pour me dire oui, ça participe à faire du sens. Alors le livre tout seul ne résout pas tout, évidemment, mais le but de cette démarche, au-delà de la simple documentation, ça a été, je crois, oui, à un moment, d'arriver à
faire sens sur ma propre histoire, mais aussi sur une histoire collective, de poser des mots sur des silences, de réparer quelque chose. Et ouais, de participer d'une certaine façon à un travail de deuil. Et donc, voilà, moi j'étais parti pour faire un travail de documentation. À la fin, j'ai fait aussi un travail de deuil, malgré moi, mais aussi peut-être parce que je suis libanais. Et donc, du coup, voilà, ça a été une des réalisations, je crois, de ce livre. En parlant de votre expérience, justement, je vous lis encore, Marwan Chahine. Vous dites « En attendant, lorsque je regarde le mien de miroir, je vois que ma barbe a grisonné et que de larges poches violettes, semblables à celles de ma grand-mère, se sont dessinées sous mes yeux. C'est long, 9 ans. J'ai l'air plus vieux, plus libanais aussi. On me dit que je ressemble à mon père. Quel est le bilan de ce livre pour vous ? Parce que maintenant, vous êtes réinstallé en France, à Marseille. Qu'est-ce qui vous reste de ça ? Alors, je suis toujours un peu avec un pied à Beyrouth. C'est juste que les derniers mois, la situation était un peu compliquée. Puis c'était dans la promotion du bouquin. Donc, du coup, c'était... Enfin, voilà, j'y étais peu. Mais là, j'ai assez envie d'y retourner plus régulièrement. Non, personnellement, ça a eu un vrai effet. Parce que c'est quelque chose qu'on a peu abordé. Mais... au cours de cette discussion, mais en effet j'avais un rapport assez compliqué avec mon père, en commençant, qui ne parlait pas alors de la guerre et en général, et oui, qui avait vécu, je pense, assez douloureusement cet exil forcé au début de la guerre. Et d'une certaine façon, je crois que j'ai assumé un héritage à travers cette histoire. J'ai essayé de prendre une certaine relève, de créer de créer du sens. Et lui, ça lui a fait un bien fou. C'est facile. C'est un livre que vous avez presque écrit pour lui aussi. Je m'en suis rendu compte plus tard quand vous me demandez ce qui m'avait mis pourquoi j'avais mis autant de temps. C'est que je voulais trouver la façon d'arriver à communiquer avec lui. Donc voilà, parfois ça prend du temps. Mais oui, je crois qu'en fait, et d'ailleurs, je lui ai dédié ce livre parce que on a toujours eu une grande difficulté à communiquer. Et ce livre, ça a été une façon de le faire. Et je crois que beaucoup de Libanais ont été coupés de leur histoire, soit par des récits trop brutaux, soit par des exils, et donc du coup, soit par une amnésie. Et donc du coup, ce livre, c'était une façon, je crois, je m'en suis rendu compte seulement à la fin, mais d'y remédier en partie, quoi. J'ai 2 dernières questions, Marwan Chahine. La première, c'est que nous allons approcher donc des 50 ans de cet événement, de l'anniversaire de cet événement. Est-ce qu'il y a des manifestations prévues, des projets de valorisation de cette mémoire-là dans la presse, dans la culture, mais aussi peut-être physiquement, géographiquement, dans le quartier ou sur les lieux du drame ? Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui ? Non, je pense pas. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelques manifestations de la société civile, mais elles réunissent pas énormément de monde et elles ont une dimension un peu folklorique. La réalité, c'est que ceux qui commémorent l'événement, ça va être d'un côté les phalangistes qui commémorent chaque année la mort du garde du corps de Pierre Jmaïel qui s'appelait donc Joseph Abouarassé, et les familles endeuillées par l'événement qui se remémorent leurs proches. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas encore de grand événement, et j'espère que ça pourra y participer d'une façon ou d'une autre, parce que c'est en effet par des commémorations, donc faire mémoire ensemble, qu'on arrive à dépasser certains traumatismes du passé. Et dernière question, ce bus existe toujours ? Oui, c'est une très bonne question, parce que ce bus est toujours, donc j'ai appris très récemment que ce bus se trouvait toujours à Shoukin, mais comme c'est un village qui a été très largement bombardé par l'aviation israélienne au cours des derniers mois, j'avais très peur que le bus ait été touché et n'existe plus. Le bus existe toujours, et Sami Hamdan, son propriétaire, demande toujours un peu d'argent, et même beaucoup d'argent manifestement, pour le faire visiter. Donc voilà, j'espère que là où je suis content qu'il existe toujours, c'est que j'espère qu'un jour il sera dans un musée. Je mettrai en tout cas une photo de ce bus sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Marwan Chahine, d'être venu. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Beyrouth, 13 avril 1975, Autopsie d'une étincelle, paru chez Belfond et déjà disponible en librairie. Je signale aussi à nos auditeurs que je recevrai pour une autre émission consacrée à la guerre du Liban Dima Declercq et Stéphane Malzagne, qui rééditent leur livre Le Liban en guerre chez Folio, une monographie de la guerre du Liban, pour un autre panorama de cet événement. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Marwan. Merci. À bientôt. À bientôt.